Nous sommes dans les studios de Black Star Music, le label de Maître Gims. Nous sommes en France, à Paris. Notre invité est Lil J, c'est l'auteur du hit. Et puis il y a quoi? Attends, donne-moi un petit bout de truc, la sauce graine, tellement j'adore. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hands, quand je t'ai vu. Ce talent ne pouvait pas passer inaperçu. Jamais. Il a signé avec Maître Gims et là il est dans une perspective de développement. Il vient de boucler un album de 14 titres. Il va nous en parler en exclusivité, mais bien avant, vous connaissez le principe. Son récit de vie et pas mal de thématiques qu'on va aborder lors de cette interview. Jay, ça se passe bien le séjour à Paris? Ça se passe très bien. Et yo, salut la famille, c'est Lil J Benjamin et Baoulé son superstar, Baoulé son popstar, grand frère Guillaume Vergès. Bon arrivée chez Black Star France. Lil J, tout de même déjà, ton nom c'est Lil J. Pourquoi Lil J? On sait que ton frère c'est LJ. Ouais. Tu avais autant d'admiration pour lui que tu n'as pas trouvé autre pseudonyme que Lil J? Tu sais, mon vieux, quand on commence au début, on est influencé, toujours on est influencé. Tu sais, à l'époque, il y avait l'époque des Young Money, Lil Wayne, ils sont arrivés avec toute la bande. Donc, quand Kif No Beat, ils sont arrivés, nous aussi, en tant que petits frères, on était derrière. Mon frère, il s'appelait LJ. Donc, je me suis dit, bon, LJ, Lil J, ça colle, hein? Ouais, le petit J. Voilà, vraiment, c'est par rapport au grand frère que tout de suite, sans réfléchir, j'ai dit, moi, on m'appelle Lil J tout court. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que je me suis fait appeler Lil J. Qu'est-ce que tu apprécies autant chez ton frère? Waouh. C'est une star. Franchement, c'est une star. Parce que depuis Yamoussoukro, ils ont commencé déjà. Ils étaient le meilleur groupe de danse de Yamoussoukro, de breakdance. C'était les numéro 1. Et on partait déjà les voir. Ils remplissaient déjà des salles avec un groupe de danse. Et lui, à longtemps, c'est un artiste dans l'âme, quoi. Donc il m'a influencé depuis Yamoussoukro. Et arrivé à Abidjan encore, il a continué la musique. Il dit non, il faut que je fasse comme lui, franchement. Il faut. Et sans réfléchir, je me suis lancé dedans. Comme un bon petit frère, il a suivi mon grand frère. Voilà. La preuve, tu t'appelles Lil J, le petit J. C'est ça. Quel regard tu portes sur sa carrière? Bon, je me dis, dans tout secteur d'activité, forcément des hauts, des bas. Mais quand tu prends 10 ans en arrière, ils ont réalisé quelque chose d'incroyable. Avec les Kif No Beat, lui avec ses refrains, ils ont ramené une grosse fraîcheur dans l'industrie urbaine de la musique. Franchement, et globalement, si je dois porter une analyse, c'est du top qu'ils ont réalisé. Mais actuellement, en solo, il essaie de se renouveler, de ramener quelque chose, il essaie encore de chercher quelque chose de nouveau encore. Et je pense qu'il va arriver très fort, franchement. Tu l'as lâché parce que pour les observateurs, dans Kif No Beat, c'est l'un des plus talentueux. Malheureusement, on dit qu'il est paresseux. Quel commentaire toi tu fais de ça? Non, il n'est pas paresseux, Comme je t'ai dit, le style de musique qu'il fait, c'est du R&B. Et en Côte d'Ivoire, tu vois actuellement ce qui se fait, il y a du Maïmouna, il y a du rap hardcore, tout ça. Et je pense que s'il doit revenir avec le R&B, il faut peut-être trouver une formule pour que ça parle aux Ivoiriens, parce que voilà, il faut que ça parle à notre peuple, tout ça. Donc il est en train de chercher sans doute. C'est un grand artiste, il va forcément trouver. Mais selon toi, pourquoi il a autant du mal à pouvoir se réinventer, à pouvoir, on va dire, se trouver une autre identité qui puisse être dans la mouvance actuelle? Pourquoi il a autant du mal à trouver cette identité-là? Bon, le plus souvent, je me dis que ça prend du temps aussi, mais ça finit toujours par arriver. Franchement, quelque chose le temps que ça prend, mais ça finit toujours par arriver. Il avait fait une chanson l'année passée qui s'appelait La Paillasse. Et j'ai senti vraiment dans cette chanson que c'était quelque chose, c'était une piste qu'il devait suivre aussi, tu vois. Et je pense que là, il est en train de préparer un projet aussi. Et j'ai écouté pas mal de sons, ce qui arrive là, c'est lourd. Même il est sur mon album aussi, voilà. Donc je pense que le renouvellement est fait et bientôt le public aura l'occasion d'écouter le nouveau LJ, franchement. Lil J, c'est l'invité d'actupeople.net. C'est vrai que là, on démarre avec le fait que tu t'identifies, tu aimes beaucoup ton frère. Ouais. Et qui parle de ton frère, parle de Kif No Beat. Donc, on va parler rapidement de Kif No Beat avant d'enchaîner sur ton parcours, sur ton nouvel album et tes rapports avec Gims, forcément. C'est ça, on va dire, la trame de cette interview. C'est ça. Mais lorsque tu vois aujourd'hui la dislocation de Kif No Beat, qu'est-ce que toi, ça te fait en tant que petit frère qui a aimé ce groupe, qui a été inspiré par ce groupe? Franchement, je suis encore dans mon deuil. Je suis encore dans mon deuil, parce que ils ont fait rêver et ils font rêver toute une génération, franchement.
Bon, dislocation, je pense pas qu'ils ne sont pas disloqués parce qu'ils vont se retrouver pour faire des concerts, des albums et tout. Mais c'est vrai que c'est plus Kiff No Beat, le groupe qui allait aller ici, chacun en carrière solo. Mais moi, vraiment, jusqu'à présent, il y a toujours mal. Parce que j'ai toujours aimé les voir ensemble, faire les albums ensemble, traîner ensemble, tout ça. Ça n'a pas changé, hein. Mais juste qu'ils ont décidé de faire des carrières solo. Mais bon, moi, franchement, je suis content pour ce qui se passe actuellement pour chacun d'eux. Mais je suis encore dans mon deuil, franchement, j'ai mal et j'aurais bien aimé les voir encore ensemble, encore. Alors, en tant que fan, quoi. Lorsque tu dis que tu es content pour ce qui se passe pour chacun d'eux, c'est clair que tu es sur la trace d'un garçon comme Didi B qui, lui, a signé avec le label de Booba. Toi, tu as signé avec le label de Gims. Tu es forcément sur cette trace. Qu'est-ce que ça te fait de le voir là, à ce niveau, en plein développement, en plein positionnement? On va dire, il a fait quand même le quart du chemin et il est en train d'exposer. Qu'est-ce que ça te fait? Très, beaucoup de fierté. Parce que Didi B aussi, c'est la famille, c'est le grand frère depuis aussi l'époque à Benjerville. On a toujours été ensemble là-bas. Ils venaient faire des freestyles devant chez nous. Nous, on s'asseyait de loin, on les regardait chanter. Tu vois un peu? Et c'est un gros sentiment aujourd'hui d'être sur cette trace. Et quand tu vois ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il essaie de mettre à la lumière un style de musique qu'il fait, qu'on appelle le Maïmouna à Abidjan. Aujourd'hui, il est rang international. Et quand lui, il arrive à s'installer ici comme ça, nous, ça nous aide aussi. Ça nous permet aussi de rentrer aussi. Et je me dis que c'est le combat qu'il mène, nous, en tant que petits frères derrière, c'est bénéfique pour nous aussi. Franchement, et félicitations à toi, grand frère. Vraiment que Dieu t'accorde longue carrière. Moi, j'aime le factuel. Hein. Là, tu as parlé de lorsque vous étiez petit, ado à Benjerville. Ouais. Le voir, il faisait des freestyles. Ouais. Quand je dis le factuel, je veux un fait concret. Okay. Où lors de l'une de leurs répétitions, il y a quelque chose qui t'a marqué de les voir chanter là. Si tu cherches dans ta mémoire, qu'est-ce que tu peux nous servir? Didi B, c'est Didi, je me rappelle beaucoup. Lui, c'est un gagneur. C'est un gagneur. Je me rappelle une fois, on était allé dans une boîte à l'époque, si je peux. Voilà, on était allé dans une boîte et quand on est arrivé à faire les 4h du matin, le DJ, il a mis une chanson de Kiff No Beat et vers les 5h du matin, tu vois, la boîte est vide là. Déjà, il a mis la chanson tard à 5h du matin où la boîte est vide et il a accéléré la chanson. Tu vois, quand ça fait la voix des bébés là, j'ai un peu se moquer au fait de la musique. Donc on sortait de la boîte et Didi, il a commencé à pleurer. Il a dit, d'ici quelques années, les gens ils vont voir qui on va être dans ce pays. Et j'ai vu en lui ce gars qui a la rage, qui veut rien laisser. Et aujourd'hui, ça prouve son état d'esprit, franchement. Et depuis ce jour, j'ai dit, ce gars-là, c'est un gagneur. Et quand je vois où il est aujourd'hui, j'ai compris au fait que depuis petit, il a toujours eu envie d'arriver là où il est aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans sa manière de voir, de son envie de gagner en fait. Et cet état d'esprit, est-ce que tu le partages toi? Beaucoup. Je ne l'exprime pas trop, mais je suis un mauvais perdant. Franchement, ma grande sénesse, on essaie. Je suis tout en quand quelque chose se porte pas bien ou comme ça, je suis tout en train de pleurnicher. Je suis tout elle aussi, elle est comme moi aussi. Hein. Moi, c'est un peu ça. C'est difficile la défaite, mais ça nous permet aussi de travailler 2 fois plus. C'est aussi l'essence, tu vois. Le fait de savoir que tu n'aimes pas perdre, tu veux toujours gagner, du coup, tu te donnes toujours les moyens de faire des bonnes chansons, de bien faire les choses, d'être discipliné surtout aussi. Ça nous permet, avant de nous intéresser à ta carrière artistique, de s'intéresser à ton enfance. Ouais. Quel genre d'enfant tu étais? Très timide. À la base, moi, c'est grâce à la musique, moi, j'ai commencé à parler beaucoup. Hein. Sinon, à la base, moi, j'ai un enfant à la maison, je suis dans mon coin. Il ne parle pas beaucoup. Ouais, il aimait beaucoup manger, il a une grosse tête comme ça. C'est comme ça qu'il était avant. Il est dans mon coin, il mange beaucoup, il ne parle pas beaucoup. C'est comme ça que j'étais à la base. Voilà, c'est la musique qui m'a permis de m'exprimer. C'est pourquoi j'ai choisi de faire la musique. Parce que quand j'étais un enfant, j'étais beaucoup timide, je n'arrivais pas beaucoup à m'exprimer. Quand la musique est arrivée, je me suis dit, voici un moyen pour pouvoir parler, dire ce que j'ai envie de dire, en fait, m'exprimer, mes ressentis sur les femmes, sur ce qui se passe dans la société. Et vraiment, la musique, c'est un gros facteur d'expression pour moi, en fait. Franchement, un échappatoire, comme on le dit. Et ce talent, pour toi, il est quoi? Il est inné ou tu as appris à chanter dans le cours de la vie? Au début, quand j'ai commencé ma carrière, grand frère, c'était le rap hardcore, on faisait tout le monde. Moi, je chantais pas, au début, je chantais pas comme ça. Et quand j'ai rencontré la grande scène Desmond, elle m'a dit, mon petit, les chanteurs en Côte d'Ivoire, ils sont en voie de disparition. Rentre dans la mouvance de chanter pour les femmes surtout. Il faut faire ça, tu vois. Et moi, je ne voulais pas. Je me suis dit, moi aussi, un bad boy, ici, un hardcore, elle venait chanter pour les gars, là, c'est bizarre. Elle m'a dit, mon petit, chante pour les femmes. Et bien, surtout, essaie de mettre le facteur émotion en avant. Parce qu'on voit au fond de toi que tu es beaucoup quelqu'un de très émotif. On sent que tu es
tu as un tempérament un peu émotif. Si tu mets ça dans ta musique, ça va forcément toucher les gens. Et moi, c'est là que j'ai commencé à rentrer un peu dans le chantonnement, tout ça, et les sons à émotion. Donc à la base, tu es un vrai rappeur, en fait. Tu es dans l'ego trip, tu es un vrai rappeur ou c'était quoi? Parce que ce que vous faites un peu, là, en ce moment, les tendances, c'est de réinventer. On va dire d'apporter vraiment de nouvelles colorations. On voit toi-même dans tes chansons, tu vois, un peu de blues, un peu de... c'est-à-dire, tu vois, cette parole où tout est assez audible. Alors que là, tu dis, à la base, tu es un vrai rappeur. C'est-à-dire, tu es un rappeur qui donne quoi, qui déclame comme un gars comme Youssoupha et autres. C'était ça ton cas? Non, c'était pas ça mon cas. Okay. J'avais commencé dans le rap comme tout jeune ou tout, mais j'étais pas un rappeur aussi qui sortait du lot. Tu vois, le rap que je faisais, c'était pas un rap au fait qui pouvait m'emmener là, par exemple. Ok. Tu vois. Donc elle m'a dit, c'est vrai, tu es un rappeur et tout, mais si tu chantes, tu iras plus loin que ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui rappent mieux. Il y a des gens qui sont, comme tu as dit, ils ont une belle plume, ils sont dans l'ego trip. Ils maîtrisent ça et moi, je le faisais, mais ça sortait pas du lot, quoi, tu vois. Donc il fallait trouver un style de musique qui allait me démarquer des autres. C'est pourquoi j'ai dit tradi pop musique. J'ai réfléchi, je me suis dit, tout dans ma génération, hein, personne ne faisait ça. C'est-à-dire quand tu vois les artistes qui mettent la tradition en avant, des jeunes artistes qui arrivent comme ça, il n'y avait pas. Je me suis dit, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Mewe, j'aime beaucoup Mewe, Gadji Seli, Salif Keita, c'est des artistes en fait, tu vois, ils mettent beaucoup la culture en avant d'une manière. Je me suis dit, bon, si j'arrive, j'ai écouté tout cela, il faut qu'on le sente, au fait dans mon influence musicale. Donc j'arrive, je dis tradi pop musique. Donc je prends un peu les sonorités de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général, et je mélange à celle de l'Europe. C'est comme ça que j'appelle tradi pop. Et voilà, on essaie de créer ce mélange-là et on est dessus, quoi. Et cette ingéniosité te permet de pouvoir faire la rencontre d'un monsieur comme Gims, de signer dans son label. Comment ça arrive? Dans les moindres détails. Cette histoire jamais relatée à part de cette signature. Il faut qu'on explique les choses dans les moindres détails pour que les gens comprennent que derrière toutes ces belles choses qu'on voit aujourd'hui, il y a eu des sacrifices, il y a eu un gros boulot, les gens n'ont pas dormi. Quand il t'explique. Je sors une chanson qui s'appelle Espoir dans le temps et tout. Et cette chanson elle me révèle au grand public, la chanson me révèle, mais elle fait pas un gros succès que ça. Tu vois, ça sort mais en mode normal, ça me révèle, ça passe en radio, en télé, en boucle. Voilà, ça me révèle au public. Et il y a un grand frère qui s'appelle DJ Miss La Légende, qui est le DJ à Youssoupha et Niska, que j'aimerais saluer au passage, qui passait à Abidjan. Parce que lui, il mixe souvent dans les boîtes, dans les grands shows, tout ça. Donc, dans la boîte en question, ils ont mis la chanson Espoir. Lui, il était là dans la boîte et il a écouté. Il a dit, mais qui chante le son là? C'est un petit Ghanéen ou bien c'est un peu... Parce que moi aussi, grosse influence ghanéenne, musique nigérienne, beaucoup. Et ivoirienne aussi. Donc il écoute, il dit, mais ce petit-là, il a quelque chose, hein? C'est qui? Non, il s'appelle Lil J, il est en Côte d'Ivoire ici. Donc tout de suite, il va sur Instagram, il cherche mes réseaux et il me trouve, il m'envoie un message. Moi, je suis couché dans mon Bainville, je suis couché là, dans mon petit coin, je suis là. Je rentre sur Instagram, il voit DJ Miss La Légende nous envoie un message. Au début, chez moi, c'est un compte fake. Il dit, moi, Lil J, un petit artiste, voilà, qui fait sa carrière petit à petit. DJ Miss La Légende, il n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas le gars qui a jamais qui t'a écrit. Il a écrit un bang et puis t'as un message. Donc tout de suite, je dis, non, est-ce que c'est pas les gens là qui vont écrire les comptes fake là? Donc je doutais. Mais je regarde son Instagram, je vois que tout est là, tout est vrai et tout. Donc je réponds, je dis, ah salut. Donc, il dit, comment on va? Comment ça va et tout? Je dis, ouais, ça va bien, on est là. Il dit, ta chanson Espoir là. Mais comment ce son-là n'a pas explosé? Comment ça s'est fait qu'un gros titre comme ça n'explose pas, au fait? Il dit, ah, mon grand frère, moi, il ne sait pas, c'est Dieu qui décide. Il dit, ok, ce qu'on va faire, cette chanson-là, il y a un grand artiste international en France ici qui va le remixer. Okay. Donc quand il me dit ça net là, c'est déjà la joie. Hein? Il dit, attends, comment ça? Aïe! Donc on échange les contacts. Et tout. Je l'ai écrit 2 semaines après. Il dit, mais vieux, c'est comment? Tu m'as dit, il y a un gars qui a remixé. Il répond pas. Il dit, ah, on dirait ça, il m'a fait un vent. Hein. C'est un truc, on dirait c'est un flocon. Il dit, ah, le gars est venu me brancher. Il m'a branché, il m'a débranché. C'est qu'elle a fait. Donc il écrit 3 semaines après. Il répond, il dit, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Donc ça m'a rassuré un peu. Il dit, ah, c'est qu'il sait qu'il suis encore là, il sait qu'il existe. Et tout. Donc un mois après, un vendredi, il lance appel vidéo. Genre appel vidéo. Je décroche. Il est en studio avec Q-Black, avec tous les managers de Q-Black. Ils sont en train de poser la chanson Espoir. Wow. J'ai dit, hein?
qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est gens, tu sautes les cases là. Tout à fait. Tu vois, là, l'Algérie, tu passes d'artistes de ton pays, mais là, tu vas collaborer avec des artistes qui sont en France. Que Black, c'est les disques des diamants. Tout à fait. On parle d'un grand. Il dit, attends. Parce que moi, franchement, dans mon calcul, moi j'ai toujours cru en moi, tu vois. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu arriver à tout ça. Mais je me suis dit, ça va aller étape par étape. Tout à fait. Tu pensais pas que les choses allaient se faire aussi tôt? Ouais. Là, tu sautes de case en case comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc les gars, ils sont au studio, ils sont en train, le gars même que Black même, il est motivé, il est vraiment à fond, on sent qu'il aime la chanson. Waouh. Et quand il finit de poser, il faut quand même clipper voilà. cette chanson. Donc, comment ça se passe après? Quand il finit de poser et tout, ils nous disent comme ça que faut qu'on clippe cette chanson, mais à Bingerville chez toi. Toujours tu parles de Bingerville, là. Nous on veut venir voir c'est où qu'est Bingerville. Donc il faut les faire venir. Tu vois, ils allaient gérer la maison, mais les billets d'avion, tout ce qui va avec, c'est nous qui sommes censés au fait. Et puis c'est des billets en business class. C'est des billets en business class, c'est des. C'est au moins minimum 3 000 euros. Minimum. 3 000 euros minimum. Ouais. Je regarde 3 000 euros, c'est 2 millions de francs CFA. Quand ils ont dit ça, j'ai dit Guns N' Roses, on fait comment? Là. Elle m'a dit, mon petit, c'est pas petit bouquin, hein. C'est que les gars demandent là, c'est un jet. Les billets d'avion là, c'est business class, comme tu as dit, c'est pas facile, hein. On fait comment? On fonce sur le projet ou bien on laisse tomber. Elle m'a dit, mon petit, faut pas qu'on laisse tomber parce que ça peut aussi être la chance de notre vie qu'on loupe. Wow. Même si on doit s'endetter, prendre crédit pour le faire venir, on va le faire. C'est pourquoi cette grande sœur là, je la porte dans mon cœur et je me dis que c'est un ange gardien que Dieu m'a envoyé, tu vois, parce qu'elle m'aide dans les décisions, elle sait prendre les bonnes décisions. Et comme ça, on se dirige vers Maître Chang, qui est mon premier producteur, qui était là même il y a 2 jours sur Paris, on s'est vu. Il m'a dit, mon petit, on va aller. Même si c'est compliqué, ça coûte beaucoup de millions, on va mettre l'argent dedans. Pour ne pas que peut-être aussi on rate la chance de notre vie. Parce que de là, peut déboucher sur quelque chose de grand. Donc on commence, on va ici, on appelle les grands frères, on appelle les tontons. Tu vois, comme au village, là, quand il y a un enfant qui doit aller en Europe, là, comme on pense 50 000, 20 000, 30 000, c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Chacun appelle, elle appelle, le grand frère, il appelle. Donc on réunit ce qu'on doit réunir. On devait encore même de l'argent à l'agence de voyage. Et nous, on fait une concession, on dit, c'est pas grave, après on va voir. Donc on a réuni l'argent, on a payé les billets, ils sont venus. Ils sont venus à Abidjan. On allait à Bingerville, on a fait le clip de Espoir. Tu vois. Et il y a eu un gros bruit. Les gens ils étaient contents en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de tapage sur les médias, tout ça. Avoir K-Black en feat, pour un premier projet musical, c'est pas. Voilà, moi, à l'époque, ça, il faut le faire. On ne me connaissait pas. Comme j'ai dit, j'ai sauté des cases parce qu'on ne me connaissait pas. C'est pas un artiste qui brillait. Il y avait beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire à l'époque qui étaient vraiment en vogue que moi. Mais là, c'est une grosse exposition que Black il me fait. Une vraie passe. Tout à fait. Ouais, là, il dit, viens, rentre dans le vrai truc, quoi. Donc, il vient, on fait le clip et tout. Après, on sort la chanson. Et quand on sort la chanson, maintenant, c'est là, que ma grande soeur me dit un jour, comme ça, on était à 6h du matin, on était quitté, je sais pas, dans sa voiture. Elle me dit, mon petit, dans 1 mois ou 2 mois, il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi. Et je dis, oh, comment ça? Qu'est-ce qui peut m'arriver actuellement de grand, au fait, c'est quoi? Moi, chez moi, c'était peut-être une grande prestation, quelque part, d'un truc, mais aller rencontrer quelqu'un, tout ça. J'avais pas imaginé que c'était ça, franchement. Quand tu dis c'était ça... Que c'était la signature avec Maître Gims, quand même. Raconte-nous. Black Star. Elle me dit, dans quelques mois, il y a une grande nouvelle qui va arriver. J'ai dit, donc ici, là, maintenant, il ne dort plus. Hein. Quand ma m'a dit ça, il ne peut plus dormir. Matin, à 5h du matin, il me lève, il saute. Il dit, hey, attends, ma vie peut changer à tout moment. Il rêvait même. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ja, elle et mon grand frère, elle et mon papa, Maître Chang, ils sont en train de parler avec les Maître Gims là déjà. Ils sont en train de gérer le contrat, ils sont en train de tout gérer. Et moi, à l'époque, dans le temps là, je ne sortais pas de son. Donc il était énervé parce que je ne sortais pas de son, il était fâché. Donc j'ai envoyé ça à mon papa là. Il dit, mais toi-même, tu me retardes depuis là. Il n'y a pas de son qui sort. Il a commencé à faire pas la belle lui-même. Que non, moi, donc lui aussi, il est énervé avec moi. Il dit, mon petit, c'est quoi ce comportement là? Tu vas voir ce qu'il va te faire. Enfin, c'est le papa, quoi, tu vois. Et moi, tu vois, les sons ne sortent pas. Et moi, tu avais déjà enregistré des sons, tu avais fait des mises en boîte. Beaucoup de sons. Moi, à la base. Mais il décidait pas. À l'époque, là, il a bloqué parce que justement, ils étaient en négociation avec le label de Gims. Okay. Du coup, ils ont tout bloqué. Moi, mes sorties, on a tout bloqué. Eux, de leur côté, ils étaient concentrés sur la négociation, sur les pré-discussions avec le label en question. Et moi, ils ne savaient pas ça. Donc, moi, il a dit, mais moi, il est sorti un nouveau son. Comment toute cette discussion-là arrive, justement? Ça arrive comment? Parce que le label
en question, ils sont basés en Russie à la base. Ok. Ils ont une branche en Russie, la base est en Russie. Et ils ont décidé de faire une filiale en France, qu'ils ont appelée Black Star France. Tu vois un peu nos vieux. Donc, ils ont signé 4 artistes ici en Bengue et tout. Mais il fallait cet artiste-là qui incarne le nom Black. C'est-à-dire cet artiste Black, talentueux, quoi. Mais qui vient d'Afrique. C'est-à-dire qu'on dit d'Afrique, qui vient du bled, qui vient du Bata, quoi, qui vient du petit quartier. Ouais, un artiste qu'on peut développer, qu'on peut prendre au berceau. C'est ça, au berceau. Voilà, qu'on peut promouvoir. C'est ça. Donc, il y a Stick, il s'appelle Stick. C'est lui qui était chargé, en fait, de dénicher ce talent-là en Afrique. Stick Demolition, qui est réalisateur aussi. Et c'est lui qui lance son avis de recherche. Il rentre en contact aussi avec Nesmond, tout ça, en manager, pour dire, ah mais on cherche un artiste et tout. Donc il lui envoie des sons à moi, plein de sons. Et ces sons-là, il les envoie à Gims. Parce que c'est Gims qui a l'oreille, c'est lui qui écoute, c'est lui qui sait si cet artiste-là, quand on écoute tout de suite, est-ce qu'on peut développer ou est-ce qu'ils ont reçu des milliers de sons. Dans les mille, plus de combien de milliers de sons de tous les pays ils ont reçu. Et c'est qu'il envoie des chansons à moi à Gims. Gims il a défilé les chansons, il est tombé sur le son Espoir. Et quand Gims, c'est un fan de Zouglou, il adore le Zouglou. Et Espoir, il y a un peu de Zouglou dedans, un peu, et c'est urbain, c'est un Zouglou mais très urbain. C'est ça. Enfin, c'est un peu genre un peu. Moi j'ai écouté le son hier. Voilà. C'est un peu futuriste. Ouais, je l'ai écouté avant cette interview là. Voilà. Ouais, Quand il a écouté, j'ai vu un peu la couleur. Ouais. C'est ça, il a senti que c'était un. Vous avez fait le clip avec des lequets, tout. C'est ça, ouais. j'ai vu. Non, j'ai à la psychologie, on a fait ça. Okay. Voilà. Il a senti que c'était quelque chose de très futuriste. Il a dit cet artiste-là, la semaine qui vient, allez-y signer cet artiste-là. Rapidement. Donc, c'était décidé comme ça qu'il vienne me signer. Donc, moi j'étais là un matin, encore à Benjavi chez moi. Il y a mon papa Chang qui m'appelle. Lui et moi, il y a 2 jours avant, on a eu un discours un peu chaud. Donc chez moi, quand il m'appelle, il me dit viens chez moi. Chez moi, c'est un fauteuil blanc. T'as le papa qui dit viens t'asseoir, donner un conseil. Pour toi, ça peut te faire des remontrances. Ah, et puis, il était avec Elnes. Il me dit oh, c'est qu'il est foutu ce jour-là. Parce qu'il est chié un peu sur le vieux. Non, c'était pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle renferme quoi? Quand je parle de bonne nouvelle, je parle de ce contrat. Il renferme quoi? Et tu as eu droit à une prime à la signature parce qu'on a vu en son temps, hein, voilà, je veux dire, un groupe comme Magic System. Ouais. Je prends cet exemple toujours parce qu'on a suivi un peu leur histoire. Lorsqu'ils signent chez JPS, ils ont tout de suite ils ont une grosse prime à la signature. Après, lorsqu'ils partent de chez JPS, ils vont chez Nest Music aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez EMI, chez Warner et autres. Toi, quand tu signes chez Gims, c'est une prime à la signature, c'est quoi les conditions pour que tu puisses signer? Ouais, il y a une prime à la signature, effectivement. Et on a signé aussi pour 2 albums plus et en option. Ok. Voilà. Le J, on n'a pas dit le J, parce que mon vie, il ne faut pas parler, ils vont m'agresser. Non, t'inquiète. Ça, signé, tu peux garder ça secret, il n'y a pas de souci. Une prime de signature, et ensuite, on a signé aussi pour 2 albums plus et en option. Donc, le premier album, après, il est bouclé. Donc là, on est venu faire le clip même qui va annoncer l'album sur Paris. Donc tout se passe bien. Et ça se passe bien, franchement. On voit que tu es porté par une étoile, c'est clair. Et lorsque vous commencez cette collaboration, tu enchaînes pas mal de titres. Ouais. Sauce Graine, Maria, je crois, non? Madame, voilà, Madame. Voilà, Madame. Et puis ensuite, Aujourd'hui, quand tu fais le bilan avec ta maison de disques, avec ton label, est-ce qu'ils sont satisfaits de cette collaboration qui ne fait que démarrer? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Ils sont grand frère, très satisfaits parce que comme tu as dit, ça vient que de démarrer et c'est que de bonnes choses qui se passent. Depuis qu'on a commencé, tous les sons qui arrivent, son après son, ça monte. Ça ne fait que grimper. Et moi, j'ai toujours voulu ça. Je me suis dit, tu rentres dans une corporation où ils vont mettre beaucoup de moyens, ils vont croire en toi. Tu ne dois pas te décevoir par ta musique parce que ce n'est pas eux qui vont venir chanter à ta place. C'est toi qui dois chanter. Donc eux, ils te regardent seulement. Et Dieu merci, avec l'orientation de mon équipe, tout ça, au studio, aussi, moi j'écoute beaucoup au studio, hein. C'est-à-dire au studio, les managers, tout le monde donne son avis. Parce que les managers, on voit les artistes le plus souvent, mais les managers font un gros boulot, même en termes dans les textes, dans les mots, dans les phrases et tout. J'écris mes chansons en 70%, mais à 30%, les managers ils participent aussi aux écritures. Avant d'avancer à cette alchimie avec les managers, avec tous les directeurs artistiques qui peuvent quelque part te donner leur point de vue. C'est ça. Moi, j'ai vu, tu as eu une grosse exposition médiatique à la faveur de la finale de Miss Côte d'Ivoire. Ouais. Tu as été quand même l'un des artistes les plus applaudis. J'ai suivi le direct, c'était super bien. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que là, cette exposition, tu es chez Gims,
tu passes quand même, tu es suivi par au moins, Miss Côte d'Ivoire, c'est au moins plus de 5 millions de téléspectateurs, avec les réseaux sociaux y compris. C'est beaucoup de visibilité. Ça t'a fait quoi cette scène-là? Avec ton titre culte que tu adores, que tu aimes aussi, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait? Voilà. Quand Nelson m'a dit, mon petit, tu vas jouer à Miss Côte d'Ivoire, on avait une date ici qu'on a annulée pour Miss Côte d'Ivoire France. Wow. Pour Miss Côte d'Ivoire plutôt, qu'on a annulée. Elle a dit, mon petit, tu vas chanter à Miss Côte d'Ivoire. Quand elle m'a dit ça, j'étais content, mais en même temps, la pression a commencé. Parce que tu connais les Ivoiriens, tu vois, le direct Facebook, là, ils ne louent pas. L'attachement, il dit, hé, ça, il est parti chanter là-bas, là. S'il fait un truc bizarre, là, voilà, l'année s'est passée, le grand frère Venom, les gens n'ont pas loupé. J'avais un peu peur, j'ai dit, ok, mais bon, peut-être que c'est mon temps aussi. Peut-être que c'est mon heure qui commence comme ça. Donc tout de suite, c'est vrai que je me suis habillé très simplement, j'ai remarqué, j'ai porté un truc très simple, je n'ai pas voulu faire des chichis. Et tout. Donc je suis allé, on était là-bas. Parlant de look, le look de Elou. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Elou, c'est une star. Il brillait comme un aluminium. Elou, c'était incroyable ce jour-là. Quand il dit grand frère, il dit mon petit, c'est ça. Il a donné du boulot aux Ivoiriens. Il dit ouais, tu as fait fort. Moi, je me suis habillé très simple parce qu'il y a eu. Vous avez des sémiotiques identitaires, toi et puis Elou. Mais c'est Nesmond qui est derrière. Ok. C'est elle qui donne toutes les idées de, tu vois, les habits comme ça là. C'est elle qui pense. C'est elle souvent qui nous dit habillez-vous comme ça, et fait comme ça, choquer. Puis moi là-bas, je suis très timide de base. Mais elle dit un artiste, c'est une star. Tu dis Baolé, c'est un superstar. Ça doit coller. On revient sur ton expérience de Miss Côte d'Ivoire. Tu nous l'as relaté. J'étais là et j'arrive dans les loges là-bas et tout. À l'Ivoire, je suis là, il y a les grands frères DJ Mix, il y a tous les grands frères qui sont là. Et voilà, on dit Lil J, c'est à ton tour de passer à Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, depuis si petite, nous on est à Miss Côte d'Ivoire, de loin. Il dit, moi je chante à Miss Côte d'Ivoire. Mais là, tu es retrouvé sur la scène. Moi je chante à Miss Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les ministres, toutes les personnalités, tout le monde regarde. Il n'y a pas de problème. C'est que c'est mon temps. C'est que c'est le temps là qui est arrivé. Aujourd'hui, là, ce qui va se passer là, ça s'est passé. Dès qu'on m'a annoncé, toute la salle était en extase. Déjà, le fait de m'annoncer, ça criait déjà waouh. Et c'est parti. Ils ont chanté en chœur jusqu'à la fin. J'ai dit ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne me rends pas compte. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ma musique et en Côte d'Ivoire en général. Les gens me donnent beaucoup d'amour. Et même après qu'on a fini, je voyais sur Facebook plein de commentaires. À quand ton concert au Palais? À quand son concert au Palais? Même le grand frère Bébé Philippe qui a fait un post, il a dit mon petit, tu fais ton concert quand au Palais? Tout de suite dans ma tête, j'ai dit non, je vais pas aller au Palais demain. Mais ça prouve que si le travail se fait, d'ici quelques temps, on peut aller au Palais de la Culture et faire un concert. Parce que les gens, ils ont confiance, ils savent qu'on peut le faire. Donc j'étais très content, très content. Très belle expérience. Honnêtement, tu es né où déjà? Je suis né à Benjerville. Tu es né à Benjerville. Ouais. Tu vas à l'école jusqu'à quel niveau? Jusqu'en classe de terminale. Je vais faire un petit résumé rapidement. On va y arriver. Juste en classe de terminale. Tu commences à chanter en quelle année véritablement? Je commence à chanter officiellement en 2019. En 2019. Ouais. Justement, tu démarres ta carrière en 2019. 2023, ça fait 4 ans. Ouais. En 4 ans, ouais. Premier single, pratiquement, tu fais un feat avec K-Black. Ouais. Ensuite, signature avec Jims. Ouais. Avec le label de Jims. Ouais. Tu es à la finale de Miss Côte d'Ivoire. Ouais. T'as pas l'impression que tu es porté par une étoile quelque part? Quelle explication toi tu donnes à cet état des faits? Franchement, comme je t'ai dit, les cas se sautent, mais à une vitesse incroyable. Ouais. Mais aussi, on a eu notre temps de galère aussi. Hein. On a eu le temps où, comme je dis, je chantais depuis, mais j'avais pas en fait cette équipe pour m'encadrer. Parce que le talent suffit pas. Tu peux être bon chanteur, tu peux tout, mais si tu n'as pas une équipe pour t'encadrer, tu vas chanter, tu vas rester au quartier. Voilà, ton talent va rester au quartier là-bas. Et moi, quand j'ai rencontré mon équipe, ça a fait 3 ans que j'ai rencontré mon équipe officiellement, où tu as des managers qui t'encadrent, fais comme ça, fais comme ci, fais pas ça, fais pas ci. Quand je les ai rencontrés, ça a commencé à décoller fort et ça s'est plus arrêté. Et je me suis toujours dit que si j'ai rencontré une équipe vraiment, ça allait être forcément décoller. C'est vrai que le secret là, tu te dis que c'est une équipe, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est trop fort tout de même. Franchement... Tu as une carrière unique en Afrique, hein, je veux dire en Afrique, en Côte d'Ivoire, parce que ce que tu es en train de vivre, là, on n'est pas encore dans la détonation. On te retrouve là dans les studios de Black Star Music. On est en France. Ouais. Tu vas sortir un album de 14 titres. Ouais. On sait tous les moyens qui seront injectés pour te faire de gros titres, pour voir si tu peux avoir même des rotations sur les chaînes françaises. Ouais. Mais attends, il y a quelque chose de démentiel qui est en train de venir. Quand toi-même tu t'assois souvent, est-ce qu'il n'y a pas autre explication au-delà de l'encadrement?
Moi, je pense que c'est, si je peux dire, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est les prières, franchement aussi. Je suis beaucoup croyant. Et je pense que, comme on a dit, au commencement était la parole. Moi, j'ai toujours prophétisé sur mes choses, au fait, à moi. Je me suis dit, il faut que j'arrive là. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et j'ai toujours rêvé comme ça. Et mais rêvé vraiment. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, mais eux-mêmes, ils doutent de leurs rêves. Mais moi, j'ai vraiment cru à mes rêves. Je crois à mes rêves, en fait. Et je me suis dit que tout ce que je me suis dit à moi et pensé, c'est en train de se passer, en fait. Donc, il faut que je croie à ma parole. Même dans mes chansons, il y a des versets que je dis dans mes chansons, franchement, qui sont aussi des prophéties, en fait. Et ça compte pour moi beaucoup. Les énergies dans mes paroles comptent beaucoup pour moi, en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que Dieu, c'est Dieu qui fait les choses. C'est le travail, c'est l'équipe, c'est la bonne énergie et la discipline surtout aussi qui m'emmène là. On va peut-être retenir que tu es né sous une bonne étoile, mais en même temps que tu parles d'encadrement, ça rappelle cette polémique qui a enflé. On a vu lorsque Suspect a signé chez Universal, on a vu que son équipe dont il parlait hier, cette équipe par laquelle il jurait, cette équipe aujourd'hui, elle est rangée au calendrier grec et il y a de nouveaux gars. Toi, tu penses pas que cela peut t'arriver aussi, être happé par cette situation parce que tu es chez un label, ils ont aussi des directeurs artistiques, ils ont des managers, ils peuvent en griffe t'imposer une équipe. Est-ce que tu ne peux pas être happé par ça? Ça, c'est la première question. Seconde question, justement, quand tu as vu cette déchirure entre Jules Bécaud et Suspect, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu as deux questions en une là. Ok, bon, déjà, Suspect, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est très, très talentueux. Bécaud aussi, c'est un manager que j'aime beaucoup. Moi, je ne sais pas la vraie base de leurs problèmes au fond parce que je ne suis pas dans leur quotidien. Mais moi, mon cas, ça m'a fait mal leur séparation, hein, beaucoup, parce que j'ai tout suivi sur les réseaux, comme tout le monde, j'ai suivi ce qui s'est passé. Mais moi, dans mon cas, quand j'ai signé avec mon label ici, ils ont des équipes ici, hein, ils ont des managers ici, ils ont des directeurs artistiques ici, ils ont tout. Mais moi, je suis venu avec ma même équipe, on est là, et c'est elle qui prend toutes les décisions. Quand ils veulent faire, même les séances studio, quand on veut faire des clips ou quoi, c'est elle qui décide, elle sait tout. Moi, je me dis que je me suis dit ça depuis le début, et quels que soient les partenaires qui vont venir, quel que soit tout ce qui va se passer, elle, c'est elle qui est devant. C'est elle qui décide, c'est elle qui gère tout. Moi, dans ma position actuellement, je pense qu'il y a d'autres artistes qui auraient déjà perdu les pédales. Franchement. Quand je regarde tout ce qui se passe actuellement, il y a des artistes même, le fait de savoir même qu'ils allaient même raconter Gims, ils allaient commencer à perdre les pédales déjà. Moi, Dieu merci, je pense qu'il n'y a rien qui a changé chez moi. J'ai toujours gardé ma même équipe. Et voilà, mon souhait, c'est que les rapports restent sains jusqu'à ce que les choses explosent et que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Nesmond, tu es ton manager, elle a fait une école de management? À ma connaissance, en tout cas, elle connaît beaucoup le métier. Non, je demande pourquoi. Parce que, non, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Je pose la question simplement pourquoi. Parce que lorsque Suspect justifie sa séparation d'avec Bécaud, il dit qu'il ne s'est pas formé, il ne s'est pas mis aux normes. Attends, toi, tu dis oui, je reste parce que je veux partager certaines valeurs. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas te dire demain, elle n'est pas aux normes, elle n'a pas fait de formation. Est-ce qu'elle peut être au niveau, on va dire, d'une carrière à l'international, selon toi? Je ne sais pas s'il y a une école spécifique de manager, je ne sais pas. Et je pense que peut-être non. Je ne sais pas s'il y en a. Peut-être je me trompe, mais je pense pas. Donc, que pas Suspect, il fait un faux procès à Jules Bécaud, alors? Non, je ne sais pas entrer, parce que je ne sais pas en fait le rapport. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je prends juste ça. Je prends juste ce levier pour dire, est-ce que là, il lui fait pas un faux procès? Oui, là, je sais pas quand tu réponds. Mais je pense qu'ils auraient pu s'entendre. Ils auraient pu parler, ils auraient pu continuer. Parce que c'était tellement beau, on sentait que Bécaud apportait quelque chose de fort. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur ça. Mais moi, dans mon cas, la grande sœur, je peux dire que, comme tu as dit tout à l'heure, que si jamais il y a des partenaires qui arrivent et ils trouvent que peut-être qu'elle n'est pas professionnelle, donc il faut changer et tout et tout. Moi, j'ai dit, mais en toute chose, on apprend même sur le tas, on apprend. Le réseau qu'elle move, tout ce qu'elle fait pour moi à Abidjan, le positionnement qu'elle fait pour moi, mais comment elle le fait alors? Si elle n'est pas professionnelle, comment elle le fait? Comment tu arrives à passer sur les chaînes de télé? On va poser la question à Suspect. Voilà. Une chose est sûre, toi, tu as signé chez Black Star Music. Ouais. Ta première rencontre avec Gims, elle se passe comment? Déjà, ça s'est fait en physique, hein.
Non, physique Déjà, comme ok. audio ou visuel et autres. Bon, Comment ça se passe? Parce que quand tu signes avec son label, tout de même, c'est lui le grand boss. Effectivement. Il a dû prendre attache avec toi. La première attache, elle se fait comment? Effectivement. Au-delà du téléphonique et après Ok. peut-être le visuel par la suite. Et puis le physique du moins par la suite. C'est ça. Ça s'est fait ici à Paris. C'est fait ici à Paris. Ça, c'est le physique. Physiquement. Ok. Physiquement. J'étais même dans ces studios ici. C'était la deuxième fois que j'arrive en France. J'étais à Colombe ici, à côté là. Ouais, dans le 92, tu Voilà, vois. donc, il y a Arthur Lehmann qui m'a dit allô, t'es où? Il y a studio aujourd'hui. Oh, normalement, il n'y a pas studio normalement. Viens à studio, tu es en retard. 20h, viens au studio. J'ai dit, mais aïe, il n'y a pas de studio aujourd'hui normalement. Comment ils sont en retard? Il dit, ton Uber en bas, viens, monte. J'ai dit, ok, donc je monte. Je prends le Uber, j'arrive ici au studio et tout, j'arrive. Boum, j'ouvre la porte. Gims, il a arrêté là. Avec tous les arrangeurs, tous les gars et tout. Il y avait ma chanson Madame qui passait en bas. C'était ma première fois de le voir en face. Et n'est-ce pas, on avait tout planifié ça avec Arthur. C'était une petite surprise parce que je ne l'avais jamais rencontré en vrai. C'était la première fois et quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. C'est quelqu'un de très simple, de très humain. Tout de suite, il a commencé à me donner des conseils. Il m'a dit que nous, on croit en toi. On sait que tu vas tout casser en Côte d'Ivoire. Et vas-y, ne t'arrête pas. Nous, on est là, on va pousser comme on peut. C'était vraiment un moment de joie, un moment d'émotion incroyable. Franchement dit. Au-delà des conseils, qu'est-ce qui t'a marqué là? Si on se retrouve face à un artiste charismatique quand même. Ah, ouais. Au-delà des conseils. Très charismatique avec des sacs chers, des montres chères, des habits chers. Tu sens que le gars, tu sais qu'il a beaucoup d'argent. Quand tu le vois, tu sais. Et il était au studio ici, parce qu'il y a un autre studio à côté. Moi, je travaille là, mais j'étais assis à côté là. Et lui, il avait sa session studio en fait. Mais le gars, il a faim. C'est-à-dire que même quand il arrive, il veut tout de suite monter sur toutes les instrus. Et même, il faisait écouter des sons qu'il a fait avec les Ty Dolla $ign, les Américains et tout. Et il dit à Young Booba, mais la prod, je vais le bouffer, je vais le terminer ce gars. Il a un esprit de boxeur en fait. On sent qu'il a la rage. Il a la rage. Ouais, il veut bouffer, il veut bouffer tout. Il a faim en fait. Il a faim. Mais il dit, mais attends, tout l'argent il a actuellement, il a encore faim. Tout ce qu'il a fait Stade de France, il a encore faim. Donc nous, qui n'avons rien encore fait, pourquoi ne pas multiplier notre faim fois 10? Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, on finit jamais d'arriver. Tu vois cette passion qui le consume quelque part. Jusqu'à présent, quand il est en cabine ici, il est comme un bébé. Il est comme un gamin. Je te dis ça vraiment. C'est un gosse au studio. C'est vrai que toi, là, tu as beaucoup de chance de voir que ta carrière est en train d'être développée sous son label. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, c'est resté un peu en demi-teinte avec DJ Arafat lorsqu'il avait monté son premier label. T'as pas peur quelque part que demain tu sois lâché en cours de route? Lâché en cours de route, je pense que c'est un contrat qu'on a signé avec des nombres d'années bien définis. Je pense que si les années sont finies, qu'on ne trouve pas nécessaire de continuer, moi, avec ma maman, ma manager, on casse notre foule comme on le dit, mais si on s'entend, si quelque chose encore, on veut encore se reconduire et qu'on est content du boulot qui a été fait auparavant, il n'y a pas de problème. Mais bon, l'avenir, je ne sais pas. Mais nous, on va faire notre boulot. Moi, en tant qu'artiste, je vais toujours me donner un studio pour faire mon boulot, pour faire le boulot qu'il faut. Et voilà, mais j'ai peur de rien. Franchement, j'ai peur. Les relations sont faites pour commencer et se terminer. Pour parler de boulot, ça commence maintenant. Ouais. Ça commence maintenant avec ce premier album. Ouais. Dont tu vas nous parler en exclusivité. Effectivement. 14 titres. Ouais. Tout à l'heure en off, Nesmond nous disait, tu as bossé sur 57 titres, ouais. Mais il a fallu choisir 14. C'est ça. Dans quelles conditions tu as enregistré, dans quelles conditions tu as écrit tes différentes chansons, dans quelles conditions en tout cas tu as bossé, et qu'est-ce qui t'a inspiré? Parle-nous si tu dois vendre cette œuvre-là en grandeur nature sur le plateau d'ActuPeople.net. Donne-nous tout, donne-nous tout. Ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je peux enregistrer 1 ou 2 sons par jour, sans m'arrêter. Je suis comme ça depuis que j'ai commencé. Tous les jours, je peux enregistrer des sons. Du coup, on s'est retrouvés, comme elle a dit, effectivement, à plus de 57 sons. Je ne sais pas, il y a des sons qui ne vont jamais sortir. Ça, je le sais de ma carrière, mais que j'ai enregistré, qu'on va les vendre peut-être à certains artistes et tout. Et il fallait maintenant choisir les sons de l'album. Mais malgré les 57 sons, là, on fait une tracklist de 14 titres. Mais moi, quand j'arrive, j'écoute les 14 titres. Je dis non, il y a un son qui manque. Parce qu'au début, quand on avait fait l'album, au début, ça ressemblait à un album vraiment un peu trop wesh. C'est-à-dire les sons étaient bien, mais on sentait trop l'influence européenne, un peu trop. Il n'y avait pas le côté Côte d'Ivoire dedans.
Parce que même si tu vas... Tu n'avais pas la couleur, ta couleur à toi, celle qu'on... Voilà. Je sentais pas ça. Ton identité musicale était en train de se perdre quelque part. Oui, j'ai dit, mais attends, est-ce que je suis pas en train de travestir un peu mon mouvement et tout? J'ai dit, non, maman. Elle dit, mon petit, c'est comment pour la tracklist? On va boucler les sons, on va envoyer les sons au mix et master. J'ai dit, maman, calme-toi. Je sens qu'il y a un son qui n'est pas... Il y a des sons qui sont pas encore là. Donc j'arrête pas. Chaque jour, j'enregistre un son. J'enregistre. Elle dit, mon petit, ce qu'on a écouté là, c'est bon. Si on t'arrête pas maintenant quitter ici. Elle dit, si on t'arrête pas là, toi tu es capable de nous sortir, de nous faire au moins 100 titres, de nous pondre 100 titres et on ne saura pas quoi choisir pour l'album. Donc déjà, ce que tu as fait là, c'est bon. Et moi-même quand j'ai écouté, j'ai vu que là maintenant, il y avait mon identité. Il y avait ma couleur que j'ai recherchée. Et là, je suis satisfait des sons que j'ai fait. Franchement, très très satisfait. Tu connais l'histoire de Ismaël Isaac lorsqu'il a signé chez Island Records? Non, je connais pas. Dis-moi grand frère. Justement, il avait travesti quelque part, on va dire, son identité musicale. Et je suis content que tu aies été rattrapé en cours de chemin pour que tu puisses garder cette authenticité. Ouais. Mais parce que tu révèles, on va dire, ta couleur musicale à toi. Et on a eu la chance d'écouter un bout. Ouais. Et tel que tu baptises ton registre musical, tu as dit, c'est quoi là? La tradi pop musique. La tradi pop musique. Ouais. Et cette tradi pop musique, c'est ressenti dans tes différentes compositions. En tout cas, nous, on a eu la chance d'écouter en avant-première. Ouais. Quelque part, tes recettes pour faire cette pop musique qui est, on va dire, originale à toi et qui est ta marque de fabrique. Quels sont tes ingrédients pour pouvoir fabriquer de telles choses, musicalement parlant? Mes ingrédients, je pense que c'est les sonorités du terroir. Mais genre de l'Afrique, quoi. Toute l'Afrique entière. Déjà. Parce que je me dis qu'en Afrique, on a 1001 sonorités en même temps. Donc tu peux brasser ça. Michael Jackson même, il a pris des musiques de l'Afrique et tout. La musique de l'Afrique, c'est la base de toute chose. L'Afrique, c'est la base de toute chose. Donc, tu ne laisses pas l'Afrique pour aller faire une autre musique directement. Je prends les sonorités du terroir et j'essaie de brasser avec les sonorités pop de l'Europe. En fait, pour essayer de donner quelque chose. Et quand j'ai commencé, j'ai vu que ça commençait à aller. Et ça s'arrête plus, en fait. Et mais si ça s'arrête plus, c'est qu'on continue. Et il faut pousser même le délit, en fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une vague de générations qui arrive, qui ont commencé à suivre ça. Et ça fait plaisir, en fait. Tu te dis, non, c'est qu'il y a quelque chose, tu as trouvé quelque chose, il faut l'approfondir, il faut perfectionner ça même en plus. Et là, tu as réussi ces coups de poker avec Sauce Graine, et puis tout le monde pense que c'est un chanteur ghanéen, tellement tu as sorti quelque chose de très original. En tout cas, tu vas carrément sur le terrain des Naija. Ouais. Il faut, mon vieux, comme il le dit, c'est Baoulé son superstar, tu vois. Et il faut incarner le nom Baoulé son superstar. Aujourd'hui, grand fois, tu vois, les Nigériens aujourd'hui, ils dominent le marché mondial de la musique. Je te dis, même les Américains, même là, ils ne peuvent pas être devant les Nigériens. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'ils font? On voit avec les Burna Boy et autres. Les Rema et autres. Quand tu vois, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'afrobeat qu'ils font. C'est des musiques qui viennent d'Afrique. Peut-être même, il y a les sonorités de la Côte d'Ivoire dedans, ce qu'ils font. Ouais, Burna Boy s'est inspiré quand même de Fela. Fela, voilà, quelque part. Voilà. Et toi, ce mixage que tu fais aujourd'hui, c'est assez original. C'est ça. Ouais. C'est très important. Chez moi aussi, il y a eu Ernesto JJ, il y a Mero, il y a Gadi Seli. On peut aller prendre chez eux et donner quelque chose, au fait. Donc je me suis dit, il faut. Et j'ai vu que c'est quelque chose de fort, parce que même quand tu vois les streamings qu'on fait, cette musique, elle arrive au Canada. Ouais, j'ai vu que tu es le troisième artiste ivoirien le plus streamé, je crois. Ouais. Et j'ai dit non, il faut pas laisser. Non, il y a quelque chose en fait qui se passe, on peut pas laisser ça comme ça. Il y a un marché à prendre. Il y a un marché à prendre. On peut rentrer chez les Nigériens, on peut collaborer avec les Nigériens. Il y a des collaborations avec les Nigériens qui arrivent, en fait. Là, tu as fait une belle collaboration, un remix. Tu nous as fait écouter avec un artiste tanzanien qui cartonne aussi. Oui, Ravani. Ouais. On a fait. Ravani, c'est une big star en Tanzanie, en Afrique. Il a fait des gros sons, il fait des gros sons avec Diamond Platinum. Tout à fait. Et j'ai chanté en baoulé, grand frère. Mais le mec, quand il a écouté, il a dit waouh. Donc c'est ça, au fait, qu'il faut faire. Mais pour parler, on va s'intéresser un peu à ça. Tu as eu à faire 2 clips. Ouais. Pourquoi? Ouais, cette histoire-là. Ouais. Tu as l'occasion d'expliquer là. Tu suis le mouvement, hein? Oula, attends. Je ne vais pas faire une interview sans me renseigner quand même. Viens. Non, c'est que tu suis ce qui se passe. Franchement, le clip, là, c'est l'une. En fait, c'est la chanson qui m'a le plus fait voir des galères, en fait. Vraiment. C'est une chanson compliquée, même. À la base, on devait faire le clip ici en France. Il y a une complication, je ne suis pas venu. À la dernière minute, on a fait le clip en Côte d'Ivoire. C'était compliqué, tu vois. Et quand on a fait le clip, quand on l'a sorti, les Ivoiriens... En fait, c'est là je me suis rendu compte en fait, de l'impact que je commence à avoir en Côte d'Ivoire vis-à-vis du public. Ils m'ont dit non. En fait, ce que j'ai ressenti chez eux, c'est Lil J. Ces gens, Lil J, non.
Toi, Lil J, tu peux pas nous faire ça. Toi, ce que tu chantes, ce que tu nous montres là. Bah, le superstar là, c'est pas ça. Sinon, un autre artiste, ils auraient toléré. Surtout avec Sauce Graine, tu avais mis la barre très haute. Voilà, parce que quand on voit le scénario, tout ça, quand on voit le décor, c'était magnifique. Okay. Après, tu envoies Madame, un clip qui est tourné ici en France, d'un super, ouais, incroyable, une dimension internationale. Donc, dans leur tête, toi, tu es notre Burna Boy, tu es notre Rema, tu es notre Diamond Platinum. Donc, tu ne viens pas nous donner quelque chose qui est en dessous de ce qu'on a vu hier. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est toi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce clip-là? C'était l'héroïne, l'actrice principale, c'était les scénarios, c'était quoi? Bon, parce que celle que tu as pris comme actrice principale, c'est la jeune Deborah Blaka. Deborah Blaka. Oui. C'était elle le problème, c'était quoi le problème? Franchement, tout de suite, on n'a pas vu quelque chose, on n'a pas vu de problématique. Nous, on est allé, on a réuni toute l'équipe, on a fait nos scénarios, on a fait notre clip. Si c'était un autre artiste, les Ivoiriens n'allaient pas se plaindre. Mais vis-à-vis, moi, je les ai habitués à quelque chose de très grand. Je les ai habitués à un visuel, à des choses autour. Donc la réalisation n'était pas au point, c'est ça? Selon eux, les Ivoiriens ont trouvé que c'était pas au top selon eux. Sinon, moi et mon équipe, quand on a travaillé à fond. Le réalisateur, il s'est donné à fond, c'était super, tu vois, mais les Ivoiriens, c'est le public qui décide, c'est pas nous. Et en termes de choix de teaser, moi, perso, j'avais pas aimé. Voilà, mais pourquoi tu as opté en faisant un teaser où tu fais une photo avec des bras dans la chambre? On sait que tout de suite, c'est un clip. Est-ce que ce teaser-là, il sautait pas tout de suite à l'œil? C'était pas un faux pas quelque part par rapport à ce clip? Bon, je pense que cette photo-là, la photo-là, en question, là, c'était un teaser, c'était un teaser. C'est-à-dire, quand tu mets ça, tout le monde dit, ouais, c'est un clip. On sait, ça sautait à l'œil, au fait. Bon. Est-ce que c'était pas un faux pas déjà? Non, ça n'a pas été un problème. Beaucoup de gens ont pensé même que c'était, tu connais, il y a beaucoup qui ont pensé que c'était pas un clip. Beaucoup aussi ont pensé que c'était un clip, tu vois. Et ça n'a pas été le problème. Le problème, c'est le clip qui était le problème. Et aussi, la chanson a duré avant de sortir. Quand on a lancé le challenge sur TikTok, le clip est sorti 2 mois après. Ça, c'est vrai. Donc les gens étaient déjà énervés même. Il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Le son, il est sur TikTok, plus de 100 000 vidéos. On est fatigué d'écouter un petit bout de 10 secondes. Donc les gens étaient déjà fâchés, même déjà quand on met des bases. Déjà, les gens étaient déjà fâchés. Et après, côté clip, tu laisses faire un clip. Encore, tu envoies un clip qui est en dessous de ce qu'on voit d'habitude. Donc là, ils m'ont allumé direct. Bah. Vu qu'on parle de la jeune Deborah Blaka, parce que tu dis non, c'était pas ça le souci, le teaser. Après, on vous a vu vous balader, c'était comme si vous vouliez former un couple. C'était quoi la réalité? Vous avez une relation ou c'était juste pour les besoins de ces clips-là? Une relation très fraternelle, franchement. C'est une belle femme et je l'ai beaucoup aimée. Beaucoup. Bon, c'est la vie, on continue. Quand tu dis que tu l'as beaucoup aimé là, tu l'as pas aimé de manière fraternelle là, tu l'as beaucoup aimé en tant que femme. On peut aimer une amie, on peut aimer une soeur, on peut aimer un cousin, mais quand tu en parles, on voit que tes yeux petits là, ouais. Franchement. Il y a eu une relation. C'est pas grave, hein, tu peux lâcher le scoop. Oui, il y a eu un semblant de relation, mais bon, c'est pas aller plus loin que ça. Mais pourquoi? Voilà, je pense, c'est la vie, hein. C'est la vie, quand tu vois, les choses d'amour, c'est comme ça commence, ça finit. C'est pas grave. Vous êtes jeune, vous auriez pu quand même entretenir cette idylle. Ouais, mais c'est pas facile, tu vois. Ça n'a pas été facile, franchement, ça n'a pas été facile. Mais bon, c'est pas grave. Et après, tu sors un autre clip avec la même chanson. Voilà. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a une satisfaction quelque part? Incroyable. Les gens, dans leur tête, Lil J a respecté son public. Lil J est l'artiste ivoirien qui écoute le plus ses fans. Lil J est l'artiste ivoirien qui est prêt à tout pour ses fans. Et là, on a gagné les cœurs. On a pris le cœur des gens. En plus, c'était pas fait exprès. Hein. Nous, on a fait le clip parce qu'on voulait faire un autre clip simplement. Mais les gens, ils ont aimé l'acte en fait. Et ça, je sais que ça jouait beaucoup, ça joue beaucoup actuellement dans ma carrière. Moi, je sais une chose, en tout cas, ta carrière, elle a démarré il y a juste 4 ans. Mais là, ça va prendre une ascension fulgurante. Tu sors ton tout premier album, 14 titres. Tu nous l'as soufflé tout à l'heure, je crois, au mois de novembre. C'est novembre, c'est ça? Septembre. Plutôt même. Donc septembre, c'est on est en juillet. Août, septembre, dans 2 mois. L'album, il sort. Waouh. Ouais. Et dès que l'album, il sort. C'est le premier, tu sors un premier single ou tu sors l'album lui-même en septembre? L'album, il y a un single d'abord. Il y a un single qui va en fait annoncer l'album. Et le single, lui, il est annoncé pour quand? Il est annoncé, je crois, 1 mois après, peut-être la date de l'album ou quelques semaines avant. Parce qu'il faut battre le feu quand il est chaud. Et quand le single sort, il faut que l'album il arrive très vite en même temps. Donc le single voulait sortir en septembre? Effectivement. Voilà, le single il sort en septembre et l'album va enchaîner en novembre. Effectivement. En septembre également. Vous lancez le single et l'album en même temps en septembre. C'est ça. Le concert, lui, il a annoncé. Le concert, il est prévu 1 ou 2 mois après. Pour novembre, certainement. Palais de la Culture. Carré. Waouh. Là, soyez prêts. Là, on va dire quelque part, ton alter ego
celui avec qui tu partages pas mal de choses en termes de sémiotique identitaire. Lui n'a pas encore fait le palais de la culture. Je vais parler de Elou. Toi, tu arrives là, tu vas faire le palais devant ton Coran. Qu'est-ce que ça te fait là? Bon, je sais pas. Nous, dans notre tête, après eux, ils l'ont fait plusieurs fois. Non, là, lui-même, son palais à lui. On ne parle pas de palais de Kif No Beat. À lui, bon, lui peut-être qu'il veut pas, sinon tous les Ivoiriens attendent le concert des loups. Lui-même, on lui dit c'est quand on parlait, c'est lui-même qui veut pas. Sinon, dès qu'il dit le palais samedi, il dira plus le palais. Parce que tout le monde l'attend. Ah ouais? Mais oui, tout le monde l'attend. Est-ce que il n'a pas peut-être peur de taper poteau, comme on le dit? Non, jamais. Elou, il est trop aimé. Laisse tomber, il est trop aimé. C'est lui-même peut-être qui attend quelque chose, mais sinon, les gens, ils l'attendent. Hein. Voilà. Donc, moi, à mon niveau, je me dis que c'est le moment. Tu fais un album, tu as fait des sons, 3 ou 4 titres à succès. Tu vas encore en faire un album, c'est beaucoup de titres. Il y aura encore des titres à succès. Tu attends encore pour faire un concert. Il faut fidéliser les fans. Il faut que les fans ils viennent voir, écouter, chanter avec toi, te montrer leur amour. Je sais que les Ivoiriens vont venir, vont me soutenir. Je le sais. Sur ton album, tu as combien d'invités? C'est quoi? C'est 4. On a fait maximum 4 collaborations. C'est qui les invités? Il y a mon frère sur l'album, il y a LG qui est sur mon album. Tu vois. Il y a Landy, c'est un artiste ici. Il avait fait une chanson d'Aïdjou qui s'appelle Landy. Ok. Et les deux autres, non, je préfère les garder. Ok. Et là, on a vu que tu as fait le remix aussi avec l'artiste tanzanien. Ouais, ça, tu lances ça? Là, on doit aller faire le clip au Kenya la fin de ce mois. Super. Et on va lancer ça aussi. Un jour, on verra Dadju sur le prochain album, pourquoi pas? Inch'Allah. Forcément, qui dit James dit Dadju. Si ça cartonne, c'est clair que voilà, la porte elle est grandement ouverte. Effectivement, c'est ça. Et sur l'album, il y a des grands beatmakers qui ont travaillé, tels que Tamsi, Young Booba, Desco. Ils ont fait un boulot incroyable sur l'album. Et j'ai pas peur en termes de qualité de son, en termes de... Non. Comment tu vois ta carrière dans quelques mois pratiquement? On va pas parler d'années. Parce que tu as déjà une longueur d'avance là. Dans quelques mois, je pense que le statut va forcément changer. La starification va arriver un peu plus. Voilà, que Dieu nous garde humbles et nous laisse comme on est, que rien ne nous change. Voilà. Nous, on a eu l'opportunité d'échanger avec toi. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 juillet 2023. Ouais. Nous sommes à Paris dans les studios de Black Star Music. Ouais. On a eu l'opportunité de penser avec toi à revue ton parcours, ta signature chez James, ton album, 7 étoiles qui te portent. Si tu as un message fort à faire passer, ce serait quoi? Déjà, merci à toi, grand frère Guillaume Vergès, d'avoir effectué le déplacement depuis Nantes jusqu'à ici. Vraiment. Et tout ce que j'aimerais dire, c'est merci à la Côte d'Ivoire, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et que l'album il arrive bientôt et qu'il soit prêt à encore porter la tradi pop et le baoulé son superstar encore plus loin. Parfait. En tout cas, votre star est là. Votre star est là. Elle s'annonce avec un album majeur. Et moi, je vous dis merci aussi à toi et puis à Nesmond. C'est votre sympathie qui a fait que je me suis déplacé. C'est ça. Et on vous souhaite bon vent. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est plein succès pour cet album, de sorte à ce qu'en tout cas, tous ces projets musicaux qui sont encore là, dans cette machine, puissent exploser à la face du monde. Effectivement. C'était Lil J, l'enfant de Benjerville. Lil J Benjerac, c'était l'invité d'ActuPeople.net, avec à la captation toujours l'équipe de Chic Images. Merci de toujours prendre plaisir à nous suivre sur ActuPeople.net. On prend rendez-vous pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt.